Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Justement, une émission tous les jours à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Un rendez-vous d'ailleurs qui frôle parfois avec l'univers de la collection, et c'est peut-être plus d'ailleurs ce qui va nous animer aujourd'hui. Nous nous demanderons comment investir ou comment procéder à des achats en ce qui concerne des produits dérivés de bande dessinée, tout ce qui est figurines ou autres goodies que l'on peut trouver. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Jacquemart, directeur du département Pop Culture chez Milon. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à des investissements plus traditionnels. Nous regarderons en bourse, mais également dans le secteur de l'immobilier. Quelle approche on peut avoir vis-à-vis des small caps? Alors effectivement, si le terme small caps est connu sur les marchés financiers, il est peut-être un petit peu moins dans le secteur de l'immobilier. Nous en parlerons dans un instant avec Andras Boros, président de Epsilon Capital, mais aussi avec Nicolas Lasserie, gérant action et co-gérant des fonds Hamilton Small Caps et Hamilton Premium Europe chez Mescart Hamilton. On se retrouve tout de suite dans Patrimoine Passion. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers de la bande dessinée, mais plus particulièrement à tout ce qui gravite autour de la bande dessinée, tous les produits dérivés que l'on peut trouver autour d'histoires qui ont marqué, d'histoires emblématiques qui ont marqué l'enfance d'un certain nombre de collectionneurs ou d'investisseurs. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Jacquemart, directeur du département Pop Culture chez Milon. Bonjour Alexis Jacquemart. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors l'idée, c'est de comprendre ensemble effectivement la dynamique des achats ou des investissements autour de tous ces produits dérivés de bande dessinée dans un premier temps, puis on va voir que ça peut évoluer peut-être dans le temps. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une vente qui a eu lieu chez Milon il y a quelques semaines maintenant, une vente dédiée à tout ce qui concernait l'univers Batman. Et alors on se rend compte que Batman, effectivement, c'est des bandes dessinées, des dessins animés. C'était peut-être plus, d'ailleurs, là où j'ai commencé à découvrir Batman. Puis ensuite, il y a eu les films. Mais il y a aussi tout un univers de collectionneurs derrière, de tous les objets qu'on peut trouver autour de la franchise Batman. Un mot sur cette vente dédiée, finalement, une vente aux enchères à une seule thématique de bande dessinée. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché, par exemple, sur la thématique Batman aujourd'hui en France ? Alors oui, puisque on avait fait une vente qui a très bien marché. D'accord. La preuve que des gens s'y intéressent. On tombe aussi sur un personnage iconique de la pop culture. Tout le monde reconnaît Batman, c'est vrai, sa silhouette, etc. Il est des enfants jusqu'à plusieurs générations, puisque c'est un personnage qui a été créé dans les années 30. Donc on couvre évidemment beaucoup de possibilités de connaissance de ce personnage. Bien sûr, oui. Et qui dit personnage ultra important, dit un spectre, un éventail énorme de tout ce qu'on peut trouver autour de ce personnage. C'est ce qu'on a essayé de montrer à travers cette vente et à travers aussi cette collection d'un passionné qui a collationné tous ces objets durant une bonne partie de sa vie. Parce que là, il y avait quoi ? Il y avait 350 pièces, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. 350 pièces autour de ce héros, avec évidemment, on avait quelques planches originales, donc des dessins des différents comics qu'il y a pu avoir de Batman, mais aussi beaucoup de jouets, de goodies, c'est-à-dire tout ce que ces produits du quotidien qu'on retrouve, ça peut être une tasse, un stylo, etc. Et aussi des figurines qui sont à exposer chez soi, par exemple. Et donc tous ces objets réunis nous ont permis de faire cette vente. Et alors, justement, c'est pour cette raison qu'on vous a invité, effectivement, pour comprendre, parce que les planches originales, on comprend assez facilement l'idée d'investissement ou de collection derrière. De la même manière qu'on a des vieux manuscrits, s'il est dédicacé ou s'il a appartenu à telle ou telle personne, on peut comprendre effectivement le prix ou en tout cas la valeur qui va augmenter avec le temps. En revanche, sur le côté figurine ou sur le côté goodies même dont vous parlez, c'est moins compréhensif pour l'épargnant ou pour le tout venant de comprendre que là aussi il y a une valeur et que potentiellement, si je caricature, hein, mais un porte-clés Batman pourrait avoir une valeur qui pourrait s'accroître dans le temps ou autre. Là aussi, en fait, on peut parler d'investissement de collection quand on parle de goodies ou de figurines Batman, de jouets finalement. Effectivement, donc, puisque on est quand même... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au départ sur des choses qui sont produites à plusieurs milliers d'exemplaires, voire millions, pour certaines pièces. Mais comme c'est destiné au grand public, c'est la
pas forcément au départ un esprit de collection. Oui, parce que c'est pas rare en fait. Voilà, exactement. Mais ce qui va faire la rareté de ces pièces-là, c'est justement l'état. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui ont été créées dans les années 60 qui se rapprochent d'un état neuf, comme si c'était sorti de la boutique. Ouais. Donc ce qui est assez rare, ce que vont chercher les collectionneurs. Et ensuite, après, c'est cet objet de plus en plus rare. Effectivement, enfin de plus en plus neuf crée une rareté. Cette rareté va être recherchée de plus en plus, parce que ces pièces, on va de moins en moins les trouver, et donc le prix va augmenter aux fonction du temps. Donc c'est la rareté finalement qui va faire le prix, en plus du fait que ce soit la thématique Batman et que du coup ça va élargir en fait le nombre d'investisseurs ou de collectionneurs potentiels. Tout à fait, exactement, oui. Je reste sur cet exemple Batman, puisqu'en fait ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Quand on fait une vente dédiée aux objets ou en tout cas aux produits dérivés de la bande dessinée ou en tout cas de l'univers Batman, ça veut dire qu'on s'adresse qu'à des fans de Batman ou ça va plus large que ça? On peut avoir des investisseurs qui juste sentent que cette franchise dure depuis tellement longtemps qu'elle continuera à durer et potentiellement veulent placer une partie de leur patrimoine dans ce type d'objet. On va avoir un peu les deux cas. On va avoir les passionnés du héros, on va avoir aussi les passionnés du jouet par exemple, pas forcément du héros mais de sa représentation. Et ensuite on va avoir effectivement des personnes qui ont l'esprit de vouloir investir dans une ou plusieurs pièces en se disant voilà, cette pièce est déjà rare aujourd'hui, est-ce que dans 5, 10 ans, 15 ans elle sera encore plus? Il y a de grandes chances, donc ça permet aussi de capitaliser sur ce genre d'objet pour pouvoir le revendre plus tard si on le souhaite. C'est quoi une pièce rare aujourd'hui? Alors si je prends l'exemple de Batman, mais même au-delà de ça, ça veut dire qu'une figurine à grande échelle par exemple, on peut considérer que c'est une pièce rare ou ça n'a rien à voir avec ça? Alors on va avoir deux cas. On va avoir effectivement quelque chose qui est à grande échelle, mais qui va être dans un état quasiment neuf, jamais ouvert. Donc, en fonction de la période de création, ça va rajouter de la rareté. Et on va avoir aussi des objets excessivement rares, puisque très peu produits. D'accord. Avec par exemple des collections spéciales ou des numéros de série ou autre, ça existe dans le monde de la bande dessinée ou des produits dérivés de bande dessinée? Oui, bien sûr. On va avoir certaines maisons d'édition qui vont éditer des figurines à plus ou moins un nombre d'exemplaires. D'accord. Ça, on le sait, c'est certifié. Soit il y a un certificat, soit c'est assez bien référencé. Ou sinon, vous allez avoir aussi sur ces figurines des fois des signatures de l'artiste qui l'a produite, ce qui rajoute de la valeur. Un peu comme les tirages d'un album BD, vous avez des fois des ex-libris, etc. On a ce système aussi dans les figurines. Et alors, je reprends cet exemple Batman, mais ce qui va nous amener à autre chose. Aujourd'hui, il y a des films très réguliers, il y a des réalisateurs qui se succèdent, c'est une franchise au cinéma. Est-ce que ça participe à continuer à faire grossir la valeur de pièces Batman, ou de toute façon, en fait, ça passe pas par les films, mais par le souvenir d'enfance qu'on peut avoir d'un dessin animé ou d'une bande dessinée? Non, ça va être encore une fois, ça va être un peu tout ça, puisque vous allez avoir chacun, en tout cas pour Batman, a son souvenir de Batman. D'accord. Il y en a pour notre génération, ça peut être le dessin animé du début des années 90, ça peut être les films de Burton. Pour certains, ça va être la série des années 60. On a ce Batman assez kitsch, bien sûr, oui. Dont on a souvenir. Non, chacun a son. Il y en a, ça peut être que le comics. Il y a vraiment tous les moyens d'achoppement pour arriver sur ce genre de super-héros qui sont exceptionnels par leur longévité et leur différence. C'est-à-dire que vous avez aussi des personnes qui aiment le Batman kitsch justement, mais d'autres qui préfèrent le Batman assez dark de certains comics, un Batman plus ou moins violent, on a le Batman très scientifique, on a le Batman très détective. Donc c'est l'avantage de ces personnages, c'est qu'ils touchent chacun, puisqu'on a tous notre idée de ce que peut représenter ce personnage. Et donc créer un attachement finalement avec le personnage ou avec la franchise, parce qu'il n'y a pas que Batman, il y a d'autres personnages évidemment. Très emblématique pour le coup, et c'est cet attachement qui va faire que derrière il y a un marché pour racheter en fait ces figurines, ces planches ou en tout cas tous les produits dérivés. Donc ça c'est pour Batman, très bien, effectivement Batman a une longévité hors norme, mais il y a d'autres bandes dessinées qu'on lisait dans notre jeunesse. Alors chacun à son époque lisait des bandes dessinées ou autres, peut-être que les nouvelles générations aujourd'hui en lisent moins d'ailleurs. De manière plus générale, qu'est-ce que ça nous dit du secteur des produits dérivés de la bande dessinée? Est-ce que lui aussi est en train d'évoluer, l'investissement est en train d'évoluer du fait que une bande dessinée des années 60 par exemple touche encore un certain nombre de gens aujourd'hui, mais touchera peut-être moins de gens demain qui n'auraient pas cet attachement à la bande dessinée de leur enfance? Je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, on a aussi un nouveau concurrent qui est le manga aussi japonais. D'accord. Où vous avez beaucoup d'intérêt aussi pour
pour ces générations-là, même jusqu'à une génération de trentenaires, voire quarantenaires. Donc on a aussi du goodies autour de ça, puisqu'on a beaucoup de figurines, on a aussi des cartes à collectionner, on a des jeux vidéo, évidemment, et on a aussi ce qu'on appelle des cellulos d'animés, c'est ces petits dessins qui étaient faits sur plastique avant l'animé de la série. D'accord. Aujourd'hui, c'est tout numérique, hein, mais pour on va dire la génération Club Dorothée, entre guillemets, avec Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, on a ce type de dessin qui est aussi très recherché. Donc c'est pareil, chaque génération a son moyen d'achoppement. Après, pour revenir sur Batman, ce qu'il faut aussi penser, c'est que c'est un héros mondial. C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier. Et que pour faire vendre ces héros, faut vendre le cinéma, le dessin animé, on crée des choses autour. Les jouets, les goodies. C'est ce qu'il y a aussi dans certains autres dessins animés des générations 90, les Tortues Ninja, les Maîtres de l'Univers, etc. C'est des choses qui étaient vendues parce qu'à côté, on faisait des jouets. Parce qu'il fallait promouvoir le dessin animé, ou le dessin animé était fait pour promouvoir le jouet. Il y avait cette espèce de synergie entre production, on va dire télé-cinéma, et à côté ce que vous aviez en... Mais alors justement, parce que vous mentionniez parfois les cartes, effectivement on a fait une émission il y a quelques semaines sur les cartes Pokémon, donc là pareil on est sur une franchise mondiale. Les Tortues Ninja, c'est effectivement, ça a eu un succès énorme, mais ça reste un peu plus confidentiel. Est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a quand même un marché de collection ou d'investissement dans les produits dérivés sur Tortues Ninja ou autre, hein, mais c'est sur des choses un peu plus confidentielles comme ça? Oui, aussi, puisqu'on a vraiment, il y a le jouet est ultra collectionné, puisque à l'origine, c'est fait pour toucher le plus grand nombre. Donc on va avoir encore les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, il y a des choses qui ont été plus ou moins produites, et ensuite après ça va être l'état. Si vous trouvez une figurine d'un Tortue Ninja 9 sous blister d'une première édition, certaines valent très cher pour du jouet. D'accord. Et encore une fois, acheter dans ce genre de choses aujourd'hui, il y a encore des prix qui sont plus ou moins accessibles, vont faire augmenter la cote, et dans 5-10 ans, on le voit, il y a très peu de baisse dans ce type de spécialité. Ça ne va que à l'augmentation, en tout cas sur les très belles pièces, ça c'est une certitude. Bon, avec évidemment un risque, hein, mais quand on parle de collection, d'investissement, dès qu'on parle de rendement, j'aime bien quand même parler de risque. Là d'ailleurs, on n'a pas parlé de rendement ni de panier moyen, puisque j'imagine qu'il y a des montants très différents. Ouais. Une dernière question pour comprendre plutôt la façon dont ça fonctionne. Là, on parle de jouets, on parle de bande dessinée, on a un petit peu parlé de films. Le jeu vidéo, vous regardez aussi oui, vous regardez beaucoup aussi? Oui, énormément. C'est une spécialité ça va faire quasiment 10 ans qu'on fait des ventes dédiées aux jeux vidéo. D'accord. Donc là, évidemment, on tombe encore sur des héros de BD, etc., mais sur des jeux vidéo plus classiques avec Mario, Sonic, etc., des grandes licences japonaises que tout le monde connaît. Aujourd'hui, c'est des ventes où on vend 90% des pièces, où on vend généralement à l'estimation haute de ce qu'on propose. Donc c'est plutôt des ventes... Donc des produits dérivés, des figurines par exemple. Exactement. D'accord, mais inspirés finalement de jeux vidéo plutôt que de bande dessinée. Exactement. On en met de plus en plus dans nos ventes dédiées aux jeux vidéo, donc la console, le jeu, le produit, on va dire le produit réel, et qui est qui est aussi transformé en figurines, en livres, enfin sur toutes les plateformes possibles. Et ça aussi, ça se vend bien, puisque au jour d'aujourd'hui, les gros collectionneurs de jeux vidéo cherchent des choses différentes. Bien sûr. Donc, se reporte là-dessus aussi. Merci beaucoup, Alexis Jacquemart, d'être venu nous expliquer sur un temps assez court le fonctionnement finalement de ce secteur ou de cette thématique de collection d'investissement. J'aime bien rappeler que c'est ou l'un ou l'autre parce qu'effectivement, il y a deux typologies effectivement, de personnes qui vont procéder à ces achats. Je rappelle en tout cas que vous êtes directeur du département Pop Culture chez Milon. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique des small caps. Alors vous allez le voir dans un instant, les small caps, c'est connu effectivement sur les marchés financiers, ces petites valeurs sur lesquelles on investit sur les marchés financiers. On se demandera quelle approche on peut avoir dans le contexte de marché actuel vis-à-vis des small caps, mais vous le verrez dans un instant également, les small caps, on peut également en parler d'un point de vue immobilier et quelle approche avoir vis-à-vis de ces small caps immobilières. Nous en parlerons également. Nous en parlerons donc avec Andras Boros, président de Epsilon Capital. Bonjour Andras Boros. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, président donc de Epsilon Capital. Epsilon Capital qui existe depuis 1 an et vous avez lancé une SCPI dédiée aux small caps immobilières. C'est donc ce que vous allez nous expliquer dans un instant. Avec nous également sur le plateau, Nicolas Lasserie. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également. Vous êtes gérant action spécialisé dans les small caps justement chez Mescart Hamilton AM. Et on va commencer avec vous. Quand on parle de marché financier, mais qu'on n'est pas un expert des marchés financiers et qu'on regarde un petit peu comment choisir ses investissements en bourse, on a eu coutume de dire toute l'année dernière qu'il fallait que finalement la gestion passive marchait bien, que les ETF et les actions les plus connues du secteur du numérique, par exemple, où les grosses actions étaient suffisamment solides et en même temps monter toute seule, donc il n'y avait pas besoin de se poser de questions. On est aujourd'hui dans un contexte un petit peu plus compliqué de réduction de soutien monétaire des banques centrales,
certains parlent de dégonflement de bulles ou d'autres en tout cas de désinvestissement d'une partie des valeurs Covid. On avait envie de regarder ce contexte avec vous du point de vue des small caps. Ces small caps finalement dont on a l'impression qu'elles passent systématiquement sous les radars puisque les marques ne sont pas forcément connues et que ça s'adresserait un peu plus à un marché d'initiés. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette thématique d'investissement, Nicolas Lasserie ? Écoutez, c'est une thématique d'investissement sur lesquelles il faut être très actif. Vous parliez tout à l'heure du dégonflement des bulles, des rotations de marché qui ont lieu depuis maintenant 6 mois, voire 1 an. Bien sûr. Donc sur ces marchés, il faut être très actif, c'est-à-dire qu'il faut gérer activement le positionnement sectoriel des fonds et également l'investissement en société en étant réactif en fonction des news flow à la fois économiques, top-down de marché oui. et également sur le news flow des sociétés. Donc on ne peut pas se laisser porter par une tendance quand on décide d'aller sur les small caps en bourse ? Il y a bien sûr des tendances structurelles qui sont très longues sur 4-5 ans, qui sont par exemple la digitalisation, la transition énergétique, l'environnement, qui sont des domaines et des secteurs très présents dans la cote des small caps. C'est pour ça que généralement elles résistent mieux dans des périodes de crise, comme c'est le cas actuellement et comme c'était le cas en 2020. Mais au-delà de ça, il faut également être très actif et s'adapter au contexte de marché. Alors, ça résiste mieux en période de crise. Pour autant, on a quand même eu l'impression sur les marchés financiers qu'il y avait un peu des effets mode aussi sur certaines valeurs. Ça a rarement touché les small caps. Est-ce que, alors, elles résistent mieux, mais d'un autre côté, quand tous les investissements vont ailleurs, est-ce que derrière, il y a quand même un intérêt suffisamment d'investisseurs, alors peut-être plus avertis pour ce type de valeurs, pour un maintien de, je ne sais pas, du cours tout simplement ? Oui, tout à fait. Il y a toujours un intérêt de différents types d'investisseurs, peut-être un petit peu moins des particuliers dans des contextes chahutés. D'accord. C'est moins des valeurs investies. C'est le moment où il faudrait regarder. D'accord, oui. Justement parce qu'il y a des points d'entrée attractifs. Mais il y a toujours une base d'investisseurs de long terme qui continuent d'investir dans des sociétés en croissance. C'est assez simple. Par exemple, pendant la crise de la Covid-19, il y a eu des sociétés qui ont eu des parcours boursiers incroyables parce que justement les ruptures induites par cette crise ont permis à ces sociétés d'accélérer la croissance. C'était le cas de la digitalisation par exemple, ou même des sociétés, des laboratoires pharmaceutiques. Pendant la Covid, il y a eu énormément de flux, énormément d'intérêt pour ces valeurs. Donc il faut aller dans le détail et chercher les valeurs qui bénéficient des ruptures et des évolutions de l'environnement. Donc quand on a par exemple un focus médiatique sur des sujets de santé ou autres, ça se ressent aussi dans les small caps. Là vous parlez par exemple des biotech qui étaient très recherchées au moment où il y avait une course au vaccin un petit peu au niveau mondial par exemple, ou ça allait au-delà de ça ? Ça allait au-delà. Certaines biotech bien sûr, mais pas forcément, et c'est pas uniquement le genre de valeurs sur lesquelles on aime investir du fait d'une volatilité très forte et de résultats qui sont très difficiles à prévoir, mais simplement des laboratoires ou des sociétés de diagnostic qui, pendant la Covid, ont bénéficié d'un surcroît d'activité très fort et donc de performances boursières très solides, malgré un environnement très compliqué. Actuellement, on a le même phénomène qui est en train qui se produit sur des sociétés d'énergie renouvelable. D'accord. Suite à la guerre en Russie. Il faut construire une Europe de la santé. Excusez-moi, de l'énergie. Oui, de l'énergie, oui, effectivement. L'Europe de la santé, c'était effectivement il y a 2 ans. Maintenant, on est sur des problématiques énergétiques et donc on cherche des acteurs qui peuvent permettre à l'Europe d'être indépendante de la Russie. C'est surtout du renouvelable. Et donc là, également, énormément de sociétés dans le compartiment des small et mid cap qui en bénéficient. Une question qu'on a envie de se poser, parce qu'effectivement, on comprend bien que globalement, les grandes thématiques qu'on va retrouver dans les questionnements actuels se retrouvent dans les small caps de la même manière qu'ils se retrouvent dans les larges ou dans les mid. Est-ce que les small caps sont des sociétés plus risquées qui impliquent du coup une gestion au quotidien et plus court terme que des sociétés plus grosses qui pourraient induire une gestion plus long terme? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir ou pas forcément? En partie, oui, parce qu'on est sur un marché de flux. C'est-à-dire que toute information, toute nouvelle, généralement, a un impact boursier plus important sur une small et mid cap que sur une large cap. Il va y avoir une volatilité du cours plus importante. Voilà, en cas de nouvelles négatives. Ce qui fait qu'il faut être extrêmement vigilant et réactif et avoir un portefeuille diversifié. C'est 2 principes clés dans la gestion des small et mid cap. Sachant que d'ailleurs, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais quand on parle de small caps, on parle aussi de sociétés, enfin en tout cas de valeurs, pas de sociétés, mais de valeurs qui ne cotent pas forcément en continu. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact dans la gestion au quotidien quand on y va en tant que particulier et qu'on n'est pas suffisamment averti sur ce sujet-là.
Pour les microcaps, oui. Nous, en tant que professionnels, on va plutôt se focaliser sur des sociétés liquides sur lesquelles on peut investir. C'est un prérequis, ça, pour le coup. C'est un prérequis. D'accord. Il faut que la liquidité soit suffisante pour construire une ligne et pour pouvoir la liquider en cas d'événements non prévus rapidement. Alors, si je reviens maintenant sur l'actuel, parce que bon, je vous ai posé des questions en lien avec le contexte d'il y a 2 ans pour comprendre aussi un petit peu comment fonctionne un petit peu cette thématique d'investissement. Aujourd'hui, investir dans les small caps, alors évidemment avec toutes les précautions en matière de risques qui peuvent exister en fonction du contexte, qu'est-ce que ça veut dire dans le sens où on est dans un marché qui est plus complexe, moins compréhensible, avec des tendances qui sont peut-être un petit peu moins fortes. Alors effectivement, il y a cette tendance énergie, mais on est moins porté par cette sortie de crise du Covid, ou en tout cas ces valeurs qui ont beaucoup bénéficié de la pandémie, ou en tout cas de l'arrêt des économies. Aujourd'hui, les small caps, il y a la tendance énergie renouvelable, il y a d'autres tendances qui se développent aujourd'hui dans les toutes petites entreprises, ou en tout cas dans les petites valeurs? Bien sûr, il y a également la digitalisation, beaucoup de Toujours, sociétés donc qui ça sont reste, présentes dans les d'accord. logiciels et également dans les services informatiques qui sont en forte croissance. On a également des sociétés de niche, par exemple dans l'agriculture. Une société qu'on aime bien en portefeuille qui s'appelle Grainvolt, qui est un distributeur de semences en circuit court. Donc là, on va jouer la tendance forte du retour à une agriculture plus locale et du bio. Donc beaucoup de petits marchés, c'est un exemple Grainvolt, mais de petits marchés de niche très spécifiques sur lesquels on trouve des valeurs en forte croissance. On va continuer maintenant avec le sujet small caps, mais peut-être dans l'immobilier. Puis si on a le temps, vous nous expliquerez un petit peu tous les deux comment est-ce qu'on fait son choix, parce que le sujet réflexion, choix et compréhension peut-être du business model ou en tout cas de l'actif joue énormément. Andras Boros, vous avez donc fondé Epsilon Capital avec ce sujet de small caps immobilières. Alors on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ce terme dans l'immobilier, on a beaucoup plus l'habitude de l'entendre sur les marchés financiers. Qu'est-ce que c'est qu'une small caps immobilière, Andras Boros ? Alors Nicolas, il n'y a pas de définition de marché. D'accord. Donc nous, ce qu'on considère que notre terrain de jeu, c'est les deals entre 1 et 5 millions d'euros. Alors ça peut être un peu en dessous, un peu au-dessus. D'accord. Mais voilà, ce sont en tout cas des deals, si vous voulez, qui échappent, on va dire, aux grandes tendances, la grande tendance du marché. Il faut savoir que, quelques chiffres, hein, pas trop, mais quelques chiffres, la moitié des deals sur le marché immobilier, c'est de l'investissement tertiaire, c'est à peu près 30 milliards par an le marché. D'accord. La moitié des deals sont au-dessus de 10 millions d'euros par ligne, mais ces deals représentent à peu près 95% des volumes, des montants investis. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un marché qui est concentré en volume sur les deals au-dessus de 10 millions. Donc quand on investit en immobilier, quand on est professionnel de l'immobilier et qu'on veut proposer des solutions d'investissement en immobilier, on va rarement en dessous de 10 millions d'euros. Il y a une raison à ça ou... Pour les institutionnels, ils y vont rarement. Oui, il y a une raison très simple, c'est que les collectes en fait sont très fortes et chacun comprend que quand vous commencez à collecter 10-20 millions d'euros par mois, c'est compliqué évidemment d'aller déployer ça sur des petites lignes de 2, 3, 4 millions d'euros. Donc effectivement, les fonds, les institutionnels notamment, au fur et à mesure où la collecte s'accélère, vont déployer ça sur des deals de plus en plus importants. Et alors, même question qu'à Nicolas Lasserie, même si effectivement les contextes sont très différents. Qu'est-ce que ça veut dire investir en small caps immobilières aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que du coup c'est plus risqué? Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile à trouver parce que ça passe sous les radars? Qu'est-ce que ça veut dire investir en small caps immobilières aujourd'hui, Andras Boros? Comme je disais, ça c'est clair, ça passe sous les radars. Donc c'est vrai que c'est un peu un marché de besogneux. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime, nous, c'est d'être sous le radar, notamment des gros institutionnels. J'ai entendu en miroir deux, trois choses qui m'ont parlé sur la réactivité, l'agilité. Ça, c'est clair que c'est assez structurant aussi dans notre démarche. Nous, on échappe, on refuse en quelque sorte de participer à ce qu'on appelle des processus d'enchères. C'est vrai que sur les grosses transactions, le marché est structuré autour d'appels d'offres. Donc, vous envoyez un dossier, il y a 10, 15, 20, 25 personnes qui répondent. Et c'est celui qui paye le plus cher qui récupère à la fin. Premier tour, deuxième tour. Donc ça, on ne fait pas. Nous, ce qu'on fait, c'est des transactions en gré à gré. Donc il y a un dossier qui nous est proposé. Si on a une conviction sur ce dossier, on fait une offre. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, on passe au prochain. Donc voilà, c'est un peu notre manière de travailler. Ça correspond bien à notre ADN et il y a cette prime, on va dire, à l'agilité, à la fluidité. C'est plus risqué investir dans des small caps immobilières parce que ça veut dire quoi? Small caps, si le montant est plus réduit, ça veut dire que globalement, on n'a pas un immeuble entier ou alors un petit immeuble ou alors un fonds de commerce ou autre. Est-ce que du coup, on est plus dépendant des locataires qui vont payer un loyer derrière et donc amener un peu plus de risque finalement
finalement dans l'investissement? Alors la réponse est non. D'accord. Clairement, je vous remercie pour cette question. C'est vrai que souvent les gens font l'amalgame à petit deal, petit risque. En fait, en réalité, le fait de multiplier les lignes dans un portefeuille, ça permet assez rapidement de mutualiser le risque, parce que vous achetez des petits, chacun comprend, plus vous montiez les petites lignes, les unités locatives, vous avez un risque locatif qui est diversifié, mais surtout petit actif, ça ne veut pas dire petit locataire. D'accord. Par exemple, dans notre fonds, aujourd'hui, vous avez des locataires comme Grand Frais, Carrefour, le groupe Action, des grandes entreprises. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des petits actifs que vous avez des locataires qui sont plus risqués ou moins solvables. Donc effectivement, maintenant, pour revenir un petit peu sur ce secteur, en fait, même question, parce que finalement, les approches sont un peu les mêmes. Comme c'est sous les radars, on a un peu l'impression que ça existe moins, que c'est moins structuré et que c'est plus complexe d'y aller. Donc là, effectivement, il n'y a pas de définition de marché, vous nous l'avez dit, des small caps immobilières. Il y en a une que vous donnez vous avez fixé le seuil à 5 millions d'euros. On se dit, est-ce qu'il y a... Donc, vous êtes en train de... Vous partez du principe qu'il y a un marché de demande, mais est-ce qu'il y a un marché d'offres, du coup, aujourd'hui en France sur ce sujet-là ? Il y a énormément de deals. C'est bien ça l'intérêt en fait, de ce segment. Comme je vous le disais, 30 milliards déployés sur le marché de l'investissement, c'est à peu près 1000 deals et la moitié, c'est des deals en dessous de 10 millions. Donc nous, aujourd'hui, on a à peu près notre scope, c'est 500 deals par an et nous, on a vocation à en faire 10-15. Donc vous voyez, ça permet d'être extrêmement sélectif en fait, dans l'approche. Du moment qu'effectivement on prend le temps d'aller les chercher et d'analyser effectivement un peu toutes ces small caps comme sur les marchés financiers. Une dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, on va commencer avec vous, Andras Boros, toujours sur le secteur de l'immobilier. Comment on fait pour analyser une small cap immobilière? Comment on fait pour se dire là il faut que j'y aille ou là il ne faut surtout pas que j'y aille? Alors on a tendance à dire qu'il y a l'emplacement. Voilà, l'emplacement, oui, bien sûr. Il y a ça évidemment, mais même si on fait de l'immobilier, on ne s'interdit pas d'avoir des analyses macro. Donc nous aussi, on a des analyses macroéconomiques. Des tendances, oui. On a des convictions sur le marché de la distribution alimentaire. Nous, aujourd'hui, depuis 12 mois, on a une forte conviction sur le marché du discount. D'accord. Parce qu'il y a des problématiques de pouvoir d'achat en France qui s'aggravent avec le retour de l'inflation. Donc on cherche des enseignes qui répondent à ça. Donc voilà, vous les connaissez peut-être pas toutes, mais Action, EasyCash, Jiffy, ce sont le marché du bazar en général. Ça, c'est des enseignes dans le retail, parce qu'on ne fait pas que du commerce, mais sur le commerce, ça, c'est un segment qu'on va chercher. Donc il y a l'emplacement, évidemment, ça c'est la base dans l'immobilier. Mais et il y a les tendances macro. Les conditions macro, voilà, absolument. Nicolas Lasserie, même question rapidement. Qu'est-ce qu'on fait pour... Là, demain, j'ai envie d'investir sur les marchés financiers. Je me dis, les small caps, j'ai quand même envie d'y aller. Qu'est-ce que je dois regarder absolument? Qu'est-ce qui doit m'alerter pour ne pas y aller? Ou au contraire, qu'est-ce qui doit me dire, tiens, là, je devrais peut-être creuser un petit peu plus? Déjà, en parallèle, les tendances macro, c'est sûr que c'est très important d'avoir un cadre global, d'avoir une vision sur le cycle économique et également sur le marché. Est-ce que c'est le moment opportun pour investir sur les petites valeurs? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, deux autres points très importants. Le premier, c'est comme l'emplacement pour l'immobilier, c'est la qualité en fait pour les sociétés. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'il faut investir. Est-ce que c'est rentable? Sur des sociétés rentables, bien capitalisées, avec des bons dirigeants. Donc une fois que ces critères sont remplis, on peut commencer à regarder. Et le dernier critère qui va faire en sorte que, ok, c'est le moment, j'investis, c'est la recherche de catalyseurs. Quand on parle de catalyseurs, c'est en fait des événements qui vont permettre au cours de bourse de s'apprécier. Donc ça peut être plusieurs choses, des résultats au-dessus des attentes, la réalisation d'une acquisition, la nomination d'un nouveau dirigeant. Donc c'est ces éléments-là qui vont pousser et qui doivent être en fait le déclencheur de l'achat. Merci beaucoup Nicolas Lasserie, gérant action spécialisé Small Caps chez Miscart Hamilton AM, et merci Andras Boros, président de Epsilon Capital. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.